Bonjour, je suis Sérafina Fortuna, je travaille au dispositif d'urgence sociale du CPS de Verviers et notre rôle est de gérer les situations d'urgence sociale sur l'ensemble de l'arrondissement, situation de SDF, logement temporaire. Moi, je m'appelle Philippe Hardy. Aujourd'hui, je suis responsable de l'action sociale au CPS de Verviers. Donc, je chapeaute tous les différents départements de l'action sociale et je me définis, moi, aujourd'hui, comme un facilitateur pour que les gens puissent faire leur travail et avoir ce dont ils ont besoin dans les meilleures conditions possibles. Les inondations ont été vraiment une catastrophe, mais elles ont démontré que l'humain peut facilement s'adapter et réagir en fonction des compétences des uns et des autres. Donc je pense que chacun a réussi à trouver sa place, même si c'était un peu une zone de guerre, mais il a fallu qu'on trouve un petit peu, je dirais, le temps de s'adapter. Mais une fois qu'on a pris les choses en main, on a réussi à faire ce qu'il fallait pour aider les gens en fonction de chaque situation. On a eu l'impression d'être dans une zone sinistrée, une zone de guerre, donc en très peu de temps, l'eau est montée très très vite et des personnes se sont retrouvées coincées dans leur logement. Et nous-mêmes avons été sollicités pour gérer les urgences par l'enclenchement du plan d'urgence. Et on a découvert, au même titre que tout le monde, le désastre, les eaux qui sont montées, des gens morts. Je peux prendre un exemple, c'est peut-être plus parlant. Donc on a vu arriver à un moment donné une personne âgée, 80 ans, sauvée des inondations par une voisine. Donc le fils arrive, il ne sait plus s'en occuper, il ne sait pas quoi faire. Bien, mes collègues du dispositif d'urgence sociale, par exemple, ont directement pris la dame en charge. On a sonné à une maison de repos, il y avait une place, on a pris la dame. Elle a directement été, aiguillée vers la maison de repos. En fait, on prenait les gens en fonction de la situation et je pense que mes collègues professionnellement avaient beaucoup de compétences et leurs compétences, ils les ont mis vraiment en place à ce moment-là, quoi. J'ai l'impression que le long de la Vesdre, on a des quartiers qui sont plus pauvres, plus paupérisés et l'habitat était déjà parfois en mauvais état. Et ça n'a pas arrangé les choses du fait d'avoir eu des inondations. Oui, je pense que c'est un public précaire qui habitait le long de la Vesdre. Évidemment, ça nous a changé parce que je pense qu'à un moment donné, on s'imagine que jamais que ça va arriver. Le jour où ça arrive, on doit remettre l'humain au centre parce qu'on voit arriver des gens qui ont tout perdu, qui ont passé une nuit sur un toit, ils n'ont plus de vêtements, ils n'ont plus de téléphone et on doit agir. Donc ça veut dire que moi je suis retourné chez moi, j'ai pris des vêtements, on a donné les vêtements avant parce qu'on était vraiment là, on était à 11h du matin, quoi. Les gens avaient passé la nuit, ils arrivaient et c'est clair qu'on ne peut pas rester insensible. Ça remet l'humain au centre, je pense vraiment. Je pense que les stigmates, on les a toujours. Si vous avez vu, vous voyez encore dans la rue, il y a encore des trottoirs. Je pense qu'aujourd'hui, on est toujours en phase de reconstruction. On a connu une problématique du logement parce qu'il y a une crise du logement. Les quartiers les plus proches de la Vesdre, c'est souvent des quartiers... Je n'aime pas le mot paupérisé parce que c'est pour moi stigmatisant, mais... Voilà, c'est quand même les populations les plus fragiles, je vais dire, qui ont été impactées et retrouver des logements avec des prix raisonnables, etc. Quand ces logements se trouvaient le long de la Vesdre, on ne peut plus loger les gens, bien des bâtiments vont être abattus, donc ça crée des problèmes et je pense qu'on les a toujours aujourd'hui. Je pense que la crise du logement, elle est toujours encore un peu présente, oui. Les 2 premiers jours, on a vécu, pour ma part en tout cas et mon service, presque séquestré dans la zone qui avait été ouverte pour recevoir les dons, pour recevoir les personnes sinistrées qu'on évacuait. Donc c'est vrai que ce qui a été dur, c'est pendant 24 à 48 heures d'avoir été coupé finalement avec le reste de la ville et on n'avait pas le temps d'aller voir ce qui se passait dans les actualités. Donc on a géré les choses comme on pouvait au moment où elles arrivaient. On avait des gens qui venaient apporter des dons, des gens qui venaient pleurer parce qu'ils avaient perdu de tout contact avec leur famille, leurs amis, des gens qui venaient parce que évacués de l'endroit où ils étaient. Ça a été le chaos pendant 48 heures. Par la suite, l'urgence a pu s'organiser, la prise en charge de l'hébergement des gens dans des structures plus larges comme des halls de sport, d'école, etc. a pu s'organiser. Et là, on a pu un peu souffler et essayer de travailler sur du plus long terme. Bien, il y avait des gens qui n'avaient pas d'assurance et qui avaient le fonds des calamités, mais on a toujours encore des contacts aujourd'hui, presque 3 ans après, avec des dossiers qui doivent se régler parce que le fonds des calamités a aussi son problème. Il faut trouver des personnes qui savent gérer un dossier, qui savent analyser, qui savent traiter. Donc tout ça prend beaucoup de temps. On s'imagine que même dans notre monde occidental et riche, on peut tout régler comme ça rapidement. Ce n'est pas toujours aussi vrai.
On a essayé déjà, nous, au niveau du CPS, de se reconstruire parce que nous y étions aussi inondés. On avait des collègues qui étaient aussi inondés. Donc, à un moment donné, vous avez des collègues sinistrés, mais qui doivent travailler ou ils ne savent plus venir travailler. Donc, à un moment donné, on doit quand même organiser pour trouver des solutions. Assurer la continuité du service, ça veut dire continuer à aider les personnes qui ont besoin de notre aide, tout en sachant que parfois on a des équipes un peu qui sont déforcées, mais aussi parce que nos bâtiments ont été sinistrés. Donc on doit essayer de trouver les meilleures solutions possibles pour continuer à faire notre travail et à assurer le reste, quoi. Donc c'est une couche en plus de travail qu'on doit assumer. Et les travailleurs sociaux, il y a ce côté supplémentaire émotionnel qui est là avec les gens qui viennent tous les jours parce qu'ils n'ont plus d'électricité, ils n'ont plus accès à l'eau, ils n'ont plus d'électroménager, on ne sait pas cuisiner. Donc voilà, tout ça. Puis on a aussi des gens qui ne parlent pas bien français. Donc quand vous parlez français, c'était déjà pas facile, mais quand vous ne parlez pas le français et que vous n'avez pas des interlocuteurs à certains endroits qui le comprennent, qui parlent bien, qui parlent votre langue parce que vous venez d'un autre pays, c'est pas facile. Tout de suite après les 48 heures, on a essayé de trouver des endroits où on pouvait reloger des gens. On a fait appel à la solidarité. Il y a des personnes qui venaient spontanément nous dire « j'ai des logements à mettre à disposition ». On a trouvé des gîtes pour pouvoir héberger des gens, des familles. On a fait le tour des gens qui voulaient rester dans leur logement pour leur apporter des couvertures, pour essayer de les aider à racler l'eau, pour apporter de la nourriture, pour voir s'il fallait des soins, ce genre de choses. On était presque dans une zone de guerre, en fait. C'était le premier campement, en fait. Voilà. Par la suite, on a essayé de créer des conventions, de mettre en place des conventions, notamment avec les logements sociaux, qui ont été très actifs, même s'ils ont été sinistrés, parce qu'eux aussi ont des logements le long de l'eau. On a pu avoir des conventions précaires avec eux pour essayer de reloger au maximum les gens. Et j'ai été très surprise de la solidarité qui s'est organisée sur l'ensemble du territoire. Des personnes venaient de partout, de Flandre, de partout en Wallonie aussi, pour apporter de l'aide. Par la suite encore, donc la troisième phase, ça a été aider à reconstruire, aider les gens à vider leurs caves. La solidarité, elle s'est organisée sur l'ensemble du territoire, en fait. Je pense que les travailleurs sociaux, ce sont des super-héros. Et il n'est pas forcément mis en place, mais il faut le mettre en place parce que le travailleur social a une charge émotionnelle. Il aide toutes les personnes dans toutes les difficultés. Et aujourd'hui, notre monde est très difficile avec des violences conjugales, avec de l'inceste, avec de la pédophilie. Et donc, à un moment donné, le travailleur social, il a cette charge émotionnelle, fin de journée, il doit pouvoir la décharger, et ça ne l'est pas. Et quand il rentre chez lui avec ses problèmes, mais il a peut-être d'autres problèmes avec ses enfants. On a chacun nos problèmes. Et là, il faut mettre en place quelque chose. Je pense que c'est très important aujourd'hui d'avoir un suivi psychosocial pour les intervenants sociaux, quels qu'ils soient pour moi. Moi qui ne suis pas intervenant social, j'ai facile à le dire, justement parce que c'est ce que je constate après 1 an et demi dans mon travail. Je pense que c'est quelque chose que le politique doit intégrer. Ce que je pourrais donner comme conseil, c'est, donc nous on a eu la possibilité de gérer l'urgence. L'urgence, elle ne peut pas dépasser 15 jours. Je pense que quand on s'organise, quand on travaille l'urgence, on met des choses particulières en place. On fait des choses presque irrationnelles qu'on n'aurait pas fait en temps normal. Mais ça ne peut pas se prolonger dans le temps parce que sinon, on n'aide plus les gens à s'en sortir. Ce que j'ai envie de donner aussi comme exemple, c'est, pas comme exemple, mais comme conseil, c'est... ayez le courage de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, parce que c'est une situation exceptionnelle et il faut pouvoir faire des choses exceptionnelles. Moi, j'ai envie de dire, même si je ne suis pas travailleur social, qu'il faut remettre l'humain au centre. Aujourd'hui, on doit faire beaucoup d'administratifs pour justifier tous les subsides, etc. Et parfois, on en oublie un peu l'humain. Et je pense que la personne doit être traitée de manière individuelle parce qu'on n'est pas tous les mêmes dans ce qu'on est. Donc, moi, j'ai plus de capacités que vous, ou vous plus que moi, mais on ne peut pas on peut pas vous traiter comme moi de la même manière. On doit traiter les gens en fonction de ce qu'ils sont, individuels avec leurs compétences et leurs capacités. Et donc, on doit remettre l'humain au centre. Et je pense que ça, c'est pour moi très important parce qu'on est dans une société individualiste aujourd'hui aussi. On doit vraiment essayer de recréer quelque chose du lien entre les gens. Voilà. Alors, comment se préparer ? D'abord, humainement parlant, on ne pourra jamais se préparer. Je pense qu'après autant d'années, donc après presque 3 ans, moi, je regarde toujours les séquelles émotionnelles. D'un point de vue du travail social, c'est les liens qu'on a créés pendant l'année qui sont utiles quand il y a un cataclysme comme celui-là. C'est parce que les gens, à un moment donné, ont pu se parler, ont pu mettre des choses en place, ont pu mettre un travail de réseau en place quand on n'est pas en crise, qu'on peut travailler de cette manière-là en crise.
on n'est jamais réellement préparé à une catastrophe climatique. Nous, on n'y a jamais pensé. On s'en est rendu compte quand on s'est levé le matin, qu'on a vu notre rue, par exemple, ici, complètement inondée. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis après, on doit réagir. Et donc, je pense qu'il y a un minimum de préparation à ce qu'on peut faire. Et puis après, émotionnellement, on n'est pas préparé. Parce que vous n'êtes pas préparé à trouver des morts. Voilà, mais il faut essayer de préparer un minimum pour se dire voilà ce qu'on peut faire, comment peut-on mettre en place des choses si on n'a plus de travail, comment est-ce qu'on va pouvoir payer les gens ou allons-nous pouvoir les accueillir. Donc il y a des choses qu'on peut préparer évidemment, et puis après il y a l'impréparable parce que on ne sait jamais ce qui va arriver et non plus l'ampleur de la catastrophe. On ne sait pas ce qui va se passer, quelle va être son ampleur, est-ce que ça va être une grosse catastrophe, une petite catastrophe. Et puis comme je vous l'ai dit, on a eu des collègues qui ont été touchés. Ça veut dire que vous avez une équipe de 100 personnes, mais il y a peut-être 30 ou 40 personnes qui habitaient dans des quartiers touchés. Donc, nos équipes sont diminuées. Et donc, voilà, il faut peut-être se préparer de manière globale avec toutes les forces vives qu'une collectivité peut avoir. Donc, la police, les pompiers, la Croix-Rouge. Il faut vraiment, à un moment donné, avoir une réflexion globale, oui.